Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Recrutés dans l'armée pour défendre la patrie, ils sont en formation à la base militaire de Kitona et ont reçu la visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Des groupes armés opérant en Ituri se sont engagés à déposer les armes, ils l'ont dit au gouverneur militaire à leur retour de pourparlers de paix de Nairobi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Réarmement moral des troupes et conscientisation des nouvelles recrues à la base militaire de Kitona, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'y est rendu sur place, a voulu rassurer de son accompagnement dans le processus de redynamisation de l'armée nationale. Reportage Blandine Zovo. La République démocratique du Congo entame depuis le 3 novembre 2022, date qui rappelle la mobilisation générale lancée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la défense de la patrie dont la paix n'est plus négociable. 10 000 jeunes ont répondu à l'appel pour bouter dehors l'ennemi de la République sous couvert du mouvement terroriste M23. Sous une pluie battante, signe de la bénédiction, le président de la République a effectué le déplacement du centre d'instruction de Kitona, situé dans la périphérie du territoire de Moanda. Il est ici pour d'abord réarmer moralement ces nouvelles recrues, car la mission de la défense de la patrie est noble. Ensuite, s'imprégner des conditions d'hébergement et d'apprentissage des nouvelles recrues des FARDC venues de toutes les provinces du pays. Une représentation qui rassure la population congolaise. Tête chauve, tenue désenfilée, ils sont estimés à plus de 10 000 volontaires, des vrais jeunes patriotes décidés d'en découdre avec le Rwanda qui s'est trompé d'époque dans ses manœuvres de la déstabilisation de la partie Est. Bien défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolaises et Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne, c'est le mot passé à ces nouvelles recrues à qui le commandant suprême demande plus de discipline et d'abnégation, mais surtout ne jamais trahir la patrie. Votre devise. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré les différentes unités de sa totale disponibilité à prendre en charge tous les problèmes liés au vécu quotidien des soldats ainsi que ceux de leurs dépendants. Naye lelo kota la bino bamapinga na biso ya kala nape ba oyo bakoti sika o babengi na lopoto ba recrue pona kotonda bino botondi ya maemanso bozali kosala pona ekolo na biso Congo pe na ekoyebisa bino ke mosala o bozali kosala ezali mosala ya motuya mingi esengeli biso bakonzi ya mboka tozala na attention makasi na maemanso matali mosala na bino pe mabota na bino. Du haut de la tribune érigée pour la circonstance, le chef de l'État a également évoqué la loi relative à la programmation militaire en cours d'examen au Parlement, une disposition inexistante depuis plusieurs décennies. Avec la mise en œuvre de cette loi, le garant de la nation entend réitérer sa détermination à redorer le blason terni de l'armée nationale et à lui restituer son prestige d'antan. Nakosala bino ba promesse mingi te, na préféré na bandaka kolakisa bino na ba acte bokomona bino moko ndenge mapinga na biso ekozwa valeur ekozonge la valeur nango ya kala pe ekobanda kobangisa banguna nyonso oyo bakozala na makanisi ya koatake mboka na biso. Gouvernement
etindaki loi oyo ya programmation militaire na parlement esali bambula na banda ba période d'indépendance wana loi wana ezalaki te. Tina ya loi wana ezali nini? Ezali ko organiser armée na biso, koyeba nombre ya effectif, koyeba ko équiper armée na biso, koyeba ko gérer yango de sorte que bana mboka mapinga bazala na ba condition malamu. Yango wana loi wana eko permettre biso sikoyo to bandaka kotia mbongo o esengeli ko salisa bino na maimanso na lakisi bino wana. Likambo ya pasi, likambo ya kanai, likambo ya motema mabe koyiba mbongo ya ration ya ba soda ya mapinga, makambo nyonso wana ekosila abuo ya. Bien auparavant, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise a assisté à la parade et honneur militaire accompagné de la fanfare pour le passage des troupes en revue, assurant ainsi la solennité du passage historique du chef de l'État sur ce site. Le clou de la cérémonie aura été ce briefing à huis clos avec le commandant de la base et autres hauts responsables des différents départements militaires et une visite des installations de la base militaire de Kitona. Et profitant de sa visite à la base militaire de Kitona, le chef de l'État est allé voir comment avancent les travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a eu des entretiens avec les différents intervenants du projet. Blondine Zovo. 11 mois après la pose de la première pierre, ce sont les bruits des engins qui rivalisent désormais avec le son des vagues de l'océan Atlantique. Le gigantesque chantier de construction du port en eau profonde est en plein déploiement. Le processus d'expropriation des occupants et autochtones étant complètement bouclé, l'heure est aux travaux d'enrochement. À ce jour, le processus d'expropriation est quasiment à son terme. Il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à atteindre certaines personnes affectées par le projet. Et pour ce cas-là, nous avions envoyé les dossiers en justice, conformément à ce que préconise la loi sur les expropriations. Avec les autochtones, il n'y a pas de problème. Nous sommes parvenus à, comme je l'ai dit, à trouver une issue. Et même qu'ils sont en train de libérer, ou ils ont déjà libéré leur village. Ils ont même déjà trouvé un endroit où sera construit un nouveau village. Depuis la pose de la première pierre jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits. Entre autres, on a finalisé les études, on a approfondi les études. En même temps, il y avait des conditions suspensives qui devaient être remplies pour, par exemple, nous livrer le terrain. Parce qu'on ne pouvait pas commencer directement les travaux quand toutes ces conditions n'étaient pas complètement remplies. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé les travaux proprement dits il y a un mois. Peu avant de se rendre à la base de Kitona, dans la matinée de ce mercredi, le chef de l'État est venu s'enquérir personnellement de l'effectivité du début des travaux de ce port qui traduit la matérialisation de sa vision en vue de concrétiser sa promesse faite à la population de Mwanda et de toute la République démocratique du Congo. C'est un projet qui est titanesque, mais au-delà de son importance comme superstructure, c'est un projet qui économiquement va apporter énormément de choses pour le pays, parce que ça sera un port en eau profonde, donc absolument il va nous rendre compétitifs par rapport aux autres ports de la sous-région. Et donc moi je suis heureux. La dernière fois que nous sommes passés ici, c'était le 9 novembre, c'était à l'occasion du début des travaux d'enrochement, et je pense que vous pouvez voir que les machines sont à pied d'œuvre.
Et il est normal pour le chef de l'État, en étant ici en province, de venir faire un tour dans le cadre de son itinérance pour se rendre compte effectivement que les travaux ont bel et bien commencé. Quand un projet se lance, il faut avoir la ferme conviction que ce projet va arriver à son terme. Ce n'est pas une option de commencer à chaque fois critiquer un projet quand il démarre. La seule option que nous avons, c'est de tous soutenir le projet pour qu'il puisse voir le jour, parce qu'il est de l'intérêt de tous les Congolais. Outre les travaux d'enrochement en cours d'exécution, la première phase de ce projet prévoit également la construction d'un quai de 600 mètres et d'une plateforme de stockage de 25 hectares. L'expropriation et la relocalisation de la force navale se font sans entrave, d'autant plus que l'ouvrage est construit pour une cause d'utilité publique. La construction du port en eau profonde de Banana, qui relève également de la souveraineté de l'État, va s'effectuer en 4 phases pour une durée minimum estimée à 36 mois. Codeco, FPIC, FRPI, tous engagés à déposer les armes dans l'est du pays et à être des ambassadeurs de la paix en Ituri. Ces mouvements et groupes armés l'ont dit hier jeudi au gouverneur militaire de l'Ituri, aussitôt rentré des pourparlers de paix de Nairobi. Junior Selemani. Les miliciens de la Codeco, du FPIC et de la FRPI réitèrent leur engagement à mettre fin aux hostilités en Ituri pour contribuer à la pacification de cette province. Cependant, ils plaident auprès du gouvernement pour l'accélération de la mise en œuvre du paix. De DRCS, ces membres de groupes armés favorables au processus de paix l'ont dit ce jeudi au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, aussitôt rentré des pourparlers de Nairobi. La population doit vaquer librement à leurs occupations. Nous sommes engagés pour la paix. La FPIC est déterminée pour la paix et de bien gérer sa responsabilité. C'est le bon moment de construire notre pays. C'est le bon moment de réhabiliter notre route pour que demain nous soyons aussi heureux comme les autres vivent dans leur province. Au gouvernement vraiment d'accélérer tous les programmes. Le PDDRCS, d'ailleurs la FRPI avait déjà lancé le désarmement à Karachi, ça fait 2 ans. Alors que la continuité prenne place et ça sera vraiment bon car tout le monde a besoin de paix, rien que la paix. Notons que l'administration militaire de l'Ituri sous la houlette du lieutenant-général Lubuyanka Johnny ne cesse de multiplier des stratégies dans une approche globale pour que les différentes couches sociales s'impliquent activement dans la qualité de l'éducation sur la paix, l'une des solutions durables pour la stabilisation de cette partie du pays où des tensions entre communautés sont parfois à la base de l'insécurité. Il faut à tout prix arrêter la perte et la dégradation des forêts d'ici à 2031 et pour y arriver, la RDC et l'initiative des forêts décident de parler le même langage. Le lancement lundi dernier du programme du gouvernement de gestion durable des forêts par la vice-première ministre Eve Bazaïba en est une belle illustration. Reportage Natacha Moubanda, Nene Maïzana et Guilain Kassou. Les programmes du gouvernement congolais sur la gestion durable des forêts, lancés par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, le développement durable vise la mobilisation de la finance climatique à travers les fonds nationaux RED plus FONARED, financés par l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI. Les ressources mobilisées seront utilisées pour la mise en œuvre du plan d'investissement RED plus, dont celui signé entre la RDC et CAFI, adopté pour une période de 5 ans. Le programme PGDF, ensemble de méthodes de gestion, vise à maintenir la diversité biologique des ressources forestières, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité, leur capacité à satisfaire de manière pérenne, donc durable, les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes sans causer des préjudices à d'autres écosystèmes. L'ambassadeur d'Allemagne en RDC et président en exercice de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale
souligne l'importance de l'accord signé. Au niveau décentralisé, les programmes de gestion durable des forêts PGDF sera mis en œuvre dans 5 provinces cibles, notamment les Maïndombe, l'Équateur, la Mongala, la Chopo et l'Ituri. L'atelier de lancement officiel du programme de gestion des forêts durables a permis d'améliorer la visibilité du programme, le soutien et l'adhésion des parties prenantes. Validation de stratégie de renforcement, de décentralisation financière. Les acteurs de haute finance se sont retrouvés à Lubumbashi dans un atelier et les travaux ont été lancés par le ministre des Finances. Rekinzuziloya Mayawel pour le reportage. Plus d'une centaine de délégués, acteurs des hautes finances, voire du budget et les partenaires financiers bi- et multilatéraux se sont donné rendez-vous à Lubumbashi ce mercredi 7 décembre 2022. C'est pour valider les stratégies de renforcement de la décentralisation financière en RDC. La présence dans la capitale du cuivre des principaux acteurs provinciaux de la gestion budgétaire marque clairement la volonté politique du gouvernement central que dirige son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, sous la houlette du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de compter sur la participation de toutes les composantes de l'État. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a ouvert cet atelier, reste confiant par ce pas de franchi pour rendre orthodoxe la gestion des finances publiques en province avec une projection des plans de développement au niveau local. Lors de son discours de clôture de la 8e session de la conférence des gouverneurs, son Excellence Monsieur le Président de la République, soulignant la nécessité d'une gestion financière provinciale et locale orthodoxe, avait instruit le gouvernement de la République d'accélérer, en synergie avec les provinces, les travaux de finalisation de la stratégie de renforcement de la décentralisation financière. Ce document de référence, qui sera au centre de nos échanges durant ces 2 jours de travail. Un nouveau projet de la Banque mondiale encore a été dévoilé avec à la clé 278 millions de dollars. C'est pour soutenir le processus de décentralisation financière et la rétrocession de 40% aux provinces et autres entités territoriales décentralisées. Le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF du coordonnateur Godefroy Misenga Milabio a la charge de la mise en œuvre de ce projet. Au finish, cette première journée a été bouclée par la signature d'un accord entre les ministres provinciaux et les ministres nationaux des finances et du budget pour créer un cadre de concertation permanent quant à l'évaluation et au suivi des réformes engagées. La Logirad, c'est ce nouveau logiciel dans la mobilisation de recettes non fiscales de la DGRAD et la lutte contre la fraude fiscale. Et pour une bonne maîtrise des utilisateurs, le personnel des services d'assiette ont suivi une formation. Yvette Makoutima, Cédric Kenina. La Logirad, un logiciel qui permet de gagner en temps et en efficacité dans l'encadrement des recettes, y compris la lutte contre la fraude fiscale. Pour son intégration dans les processus de mobilisation des ressources récoltées par la Direction générale des recettes administratives et domaniales des DGRAD, cette formation du personnel des services d'assiette qui œuvre en amont dans la constatation et liquidation s'avère indispensable pour qu'en aval la deuxième phase de l'ordonnancement et recouvrement effectué par la DGRAD soit garantie. La Logirad, c'est l'outil par excellence qui appartient à la DGRAD et qui, du bout en bout, en tout cas, ensemble avec les services d'assiette, va servir finalement les publics à rationaliser tout ce qu'ils font comme paiement. Au public, ils devront se rassurer régulièrement les paiements qu'ils font aboutissent au compte du trésor sans beaucoup de difficultés parce que tout est facilité avec la prise en charge automatique. La DGRAD s'aligne à l'évolution de la technologie. Facilement, on peut réfléchir, s'asseoir et implémenter un logiciel qui, je vais vous dire, est produit par des Congolais et localement, et qui n'a pas eu besoin d'être importé. Cette formation concerne 12 000 utilisateurs et déjà 4 provinces en ont bénéficié, notamment les Haut-Katanga, le Lualaba, la Chopo et Kinshasa.
Au chapitre des petites et moyennes entreprises, la nouvelle équipe dirigeante de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé vient de recevoir les orientations de la tutelle, un exercice auquel s'est adonné le ministre Eustache Moandi en vue de permettre à cette structure de mener à bien sa mission. Mireille Ndeke. La nouvelle équipe de l'ARSP aussitôt installée, l'heure est au travail. La sous-traitance, l'un des secteurs générateurs de recettes pour le développement économique national, mérite une attention particulière de l'État qui tient à avoir des millionnaires congolais. Il était impérieux pour le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, Maître Eustache Mohanzi Mumbembe, de tenir cette première réunion avec les comités de gestion élargis aux directeurs centraux pour des orientations claires afin d'atteindre les objectifs poursuivis par le programme du gouvernement Pronadec visant la promotion des PME. C'était en présence du PCA Constantin Chilombo et Madame la DGA Georgette Madiko et autres membres du comité. La vision du chef de l'État est qu'il y ait des millionnaires congolais. Et c'est au travers de la sous-traitance notamment que demain, nous devons avoir une classe moyenne nouvelle, une classe moyenne des millionnaires. Et, il était important que le nouveau dirigeant de l'établissement public soit en harmonie avec la tutelle. La tutelle est venue donner les orientations du gouvernement par rapport à la loi sur la sous-traitance, par rapport à la vulgarisation de cette loi et du service à travers la République. Parce que, comme vous le savez, des directives bien captées par le comité de gestion de l'ARSP qui a réitéré son engagement à bien mener sa mission dont l'objectif principal est de réguler le secteur de la sous-traitance en s'appuyant sur le strict respect de la loi relative à la sous-traitance. Une exemplarité sans faille, une assiduité permanente et un engagement sincère des recommandations du président Denis Kadima Kazadi en l'endroit des participants de la formation des formateurs du premier niveau à l'université William Booth. Cette session prévue jusqu'au 14 décembre prochain permettra aux participants membres de cabinet, cadres et agents de la CENI d'acquérir des compétences complémentaires. Teti Samba, Jerez Tofunje. À cette cérémonie de lancement du niveau 1 de la cascade de formation sur la révision du fichier électoral, présidée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, prenait part le premier vice-président de la CENI, le rapporteur adjoint, le questeur adjoint, le secrétaire exécutif national et quelques membres de la plénière. Prévu pour ce 14 décembre, l'objectif de cette formation est de transmettre des connaissances pour une meilleure gestion des outils qui seront mis à la disposition des agents préposés aux tâches liées à la révision du fichier électoral dans les 9 provinces que compte la deuxième ère opérationnelle, notamment le Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï central, Sankourou, Lomami, Haut-Lomami, le Tanganyika, le Lualaba et le Haut-Katanga. La CENI est donc en train de mettre en œuvre les activités mentionnées dans son calendrier et qui prévoit notamment la formation des agents commis à la révision du fichier électoral 2022-2023. Vous avez été sélectionné pour assurer le rôle de formateur dans l'ère opérationnelle 2 qui compte 9 provinces. Il faut ajouter à ces 9 provinces 3 des 5 pays pilotes qui sont l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Auparavant, Paul Moïdo Moulemberi, rapporteur adjoint de la CENI, superviseur de cette formation, a souligné le caractère indispensable de ces travaux. Pour rappel, selon le calendrier électoral rendu public récemment, la première ère opérationnelle est composée de 10 provinces, y compris la ville de Kinshasa. Le début de cette formation est fixé le 24 décembre prochain pour une durée d'1 mois. La mission du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula à New York est très déterminante. Il sera reçu aujourd'hui, vendredi, au Conseil de sécurité, mais hier, il a eu des échanges séparés avec les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité et d'autres partenaires. Doris Muzotambwe depuis New York.
La salle de conférence Room D située au building des Nations Unies, transformée momentanément en bureau du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est ici que Christophe Lutundula va pendant 3 jours transmettre la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du peuple congolais à ses interlocuteurs avant la séance plénière du Conseil de sécurité ce vendredi. 8 délégations au total, à savoir le représentant permanent de la France, de la Belgique, de l'Union européenne, de la Chine et du Gabon en tant que président du comité de sanctions 15-13. Le chef de la diplomatie congolaise s'est aussi entretenu avec la délégation de la MONUSCO. Cette dernière envisage une prolongation du mandat, chose que Kinshasa n'attend pas accordée car les relations population-MONUSCO sur le terrain se sont nettement détériorées. La SADC et le mécanisme ad hoc de vérification confié à l'Angola ont également eu droit aux vérités du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ces vérités portent sur la nécessité de lever la condition des notifications à l'achat d'armes par la République démocratique du Congo, le mandat de la MONUSCO, la médiation angolaise et le consensus sur la cessation des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Les représentants des pays membres de la SADC ont reçu le remerciement de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, lors du déjeuner de travail qu'il a organisé à l'occasion. À la radio-télévision nationale congolaise, c'est pour bientôt la livraison du 2e lot de matériel par l'entreprise belge Studiotech. C'est ce qu'on peut retenir des échanges entre le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Nyembo, avec la délégation de Studiotech et AIFES, une autre entreprise sud-africaine chargée de la collecte de la redevance. Eugénie Dachabani. Les recettes de la redevance constituent une source de financement indispensable pour le fonctionnement de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Décidé d'améliorer le fonctionnement de la chaîne nationale sur les plans équipement et conditions de vie du personnel durant son mandat, le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Nyembo, a échangé avec une délégation de Studiotech, une entreprise belge qui fournit à la RTNC le matériel des technologies de pointe qui serviront non seulement au fonctionnement des studios de la radio et de la télévision, mais aussi à la couverture des Jeux de la francophonie et de l'arrivée du pape François en RDC. Aujourd'hui, tous les signaux sont positifs. Ça veut dire que les équipements sont commandés, les délais seront respectés et nous finalisons les détails pratiques pour mettre en œuvre la meilleure réalisation possible dans les meilleurs délais. Beaucoup d'équipements qui ont été commandés. Donc il y a toute une partie des rénovations et des réhabilitations des studios de la RTNC en tant que tel, au niveau des décors, au niveau de l'habillage d'antenne, au niveau du montage, au niveau de la diffusion, et toute une partie de moyens mobiles aussi pour couvrir entre autres grande partie des Jeux de la francophonie qui auront lieu dans d'autres endroits. 12 caméras, un grand quart de reportage, il y a 6 petits quarts de reportage, il y a des régies mobiles, il y a des unités mobiles, il y a des unités de montage. Comme je disais, le plus gros aussi, c'est les studios. Il y a 4 studios, il y a des salles de montage, il y a tout un système d'archivage, enfin, c'est assez complet. Il y a une première partie du matériel qui est déjà arrivée, donc on a la semaine prochaine un formateur et un technicien qui vient ici pour le mettre en place et former les gens pour l'utilisation, parce que l'utilisation reste quand même un enjeu primordial pour la réussite. Une deuxième phase devrait arriver un petit peu avant la visite du pape, pour pouvoir aussi assurer une partie des équipements nécessaires pour la couverture. Une grosse partie y arrivera aux environs du mois de mai. Le DG de la RTNC, Sylvie Elengue-Nyembo, a échangé également avec les représentants de la firme sud-africaine AIFES, African Union Financial Service, chargé des collectes des recettes de la redevance. C'était pour s'imprégner du contrat signé entre la RTNC et cette société sud-africaine sur la collecte de la redevance. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaïa, s'est